Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui la présidente de la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Et l'ONU, l'Afrique, moteur de la croissance démographique mondiale d'ici 2050. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce jeudi en fin de matinée au Palais de la République le rapport annuel général 2021 de la Cour des comptes et de discipline budgétaire remis par la présidente de cette institution, Ismahan Ibrahim Mahmoud, accompagné de ses principaux collaborateurs. La remise du rapport annuel de la Cour des comptes et de discipline budgétaire au président de la République a valeur d'obligation de droit imparti à l'institution qui est tenue ensuite à l'adresser à l'Assemblée nationale avant d'en faire l'objet d'une diffusion générale à l'intention du grand public. Ce rapport reprend les principales observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion de contrôles effectués en année 2020. Il revient sur la gouvernance interne de la Cour des comptes, la reddition des comptes. Il met également en exergue les principales conclusions sur le contrôle du budget de l'État de l'année 2019, précisément, et le contrôle d'un échantillon d'établissements et entreprises publiques dont le contrôle a été clôturé en 2020. Le rapport de la Cour de cette année comporte une nouveauté. Il s'agit d'un audit sur les objectifs de développement durable. Excellence, Monsieur le Président de la République, telle est la teneur de ce rapport dont j'ai le privilège de vous remettre ce jour très respectueusement. L'audience donc avec le président Guelleh servit comme à l'accoutumée de cadre responsable de la Cour des comptes pour procéder à l'inventaire succinct du contenu du rapport remis. Elle servit également de plateforme d'échange sur l'adoption de techniques procédurales d'éthique et d'actions qui sont de nature à accroître la vocation de notre pays à concilier les pratiques les plus exigeantes en matière de transparence financière et de contrôle des deniers de l'État. Créée sous l'impulsion directe du président de la République, la Cour des comptes et de discipline budgétaire de Djibouti participe au même titre d'institutions militant dans le même sens, notamment l'inspection générale de l'État et la médiature de la République à l'essor de la notion de bonne gouvernance dans notre pays. Créée en 2000, elle acquit surtout la vitesse de croisière, la caractérisant aujourd'hui à l'issue d'un processus de revitalisation de ses missions élaborées en 2016. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdon, a pris part à l'audience entre le président de la République et les principaux responsables de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Écoutons donc l'intervention de la présidente de la Cour des comptes à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État. Le rapport public de l'année 2021 au chef de l'État. Je profiterai de cette opportunité d'abord pour remercier particulièrement le chef de l'État qui, avec sa politique et son leadership éclairé, soutient constamment la Cour et en cette circonstance nous renouvelle son soutien indéfectible pour la poursuite de nos missions. Concernant le rapport, je dirais, comme à l'accoutumée, le rapport revient sur les observations de la Cour des comptes sur la base de contrôles réalisés en 2020. En premier lieu, il s'attelle sur les constatations et les observations qui sont relatives au contrôle du budget de l'État de l'année 2019 plutôt. Et dans un deuxième temps, il s'attelle sur les observations et des constatations sur la gouvernance d'un certain nombre d'établissements et entreprises publiques qui ont été contrôlés en année 2020. Il revient également et largement sur la situation des dépôts de comptes qui, du point de vue de la Cour, reste encore inacceptable avec des pourcentages de dépôts de comptes qui sont très faibles. Et la Cour profite de cette opportunité pour interpeller l'ensemble des responsables des deniers publics pour pouvoir s'exonérer de cette responsabilité de déposer les comptes à temps à la Cour des comptes. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à l'avènement de l'anniversaire de la fête nationale française du 14 juillet, a envoyé un message de félicitations à son homologue français, Emmanuel Macron. J'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous souhaiter à l'occasion de la fête nationale de la République française amie nos félicitations les plus chaleureuses ainsi qu'au gouvernement et au peuple français en adressant en cette période festive du 14 juillet nos vœux de santé, de joie et de paix et de prospérité à la nation française, a écrit le président de la République dans le télégramme transmis
Djibouti à Emmanuel Macron. Je vous remercie par ailleurs pour votre message de félicitations que vous avez bien voulu m'adresser pour le 45e anniversaire de l'indépendance de Djibouti et qui m'a été porté par votre émissaire, a noté le chef de l'État dans le même document. J'ai tenu à transmettre lors de l'entretien que nous avons accordé au porteur de votre message, le général Éric Buquet, qu'il vous assure de notre amitié, mais également de notre attachement à cette relation que nous souhaitons exemplaire, comme vous l'aviez évoqué sur les questions économiques et de coopération, a-t-il poursuivi. Le président Guelleh clôt son message en réitérant à l'occasion du 14 juillet ses vœux les meilleurs et les assurances de sa très haute considération à son homologue français Emmanuel Macron. Dans l'actualité également, le Palais du Peuple a abrité aujourd'hui une cérémonie de lancement de la phase d'accélération des micro et petites entreprises dans toute la République de Djibouti. Financé par l'USAID et piloté par le PNUD, l'objectif visé est de mieux promouvoir les micro et petites entreprises sociales, l'économie bleue et verte et à renforcer l'engagement civique, le financement de l'inclusion et les mécanismes d'investissement des objectifs de développement durable. Parmi les entreprises sélectionnées comme premier ensemble d'entreprises sociales dans l'agriculture biologique à la salle de sport, de la conservation de l'environnement à la bibliothèque, de l'emballage alimentaire à l'énergie solaire, certaines de ces entreprises sont nouvelles, certaines ont déjà démarré et sont opérationnelles mais impactées par la Covid-19. Pour rappel, c'est en 2020 que le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, sous la direction du ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie, avait conçu un portefeuille de relance socio-économique Covid-19. L'objectif de ce portefeuille Rising Djibouti Portfolio était d'aider Djibouti à mieux construire en promouvant les micro et petites entreprises sociales, l'économie bleue et verte et en renforçant l'engagement civique pour la décentralisation, le financement de l'inclusion et les mécanismes d'investissement des ODD. La mise en œuvre des activités Rising Djibouti a débuté au premier trimestre 2021 avec une formation en poterie et plusieurs autres formations en leadership pour les organisations de la société civile. Il m'est un honneur et un immense plaisir de souhaiter la bienvenue aux participants de cette cérémonie dédiée au double événement, que sont le lancement de la phase d'accélération des micro et petites entreprises et la remise de brevets à une cinquantaine d'unités d'entrepreneuriat qui ont sur l'ensemble du territoire national fourni les preuves de leur persévérance et compétence dans le domaine du business social, à travers son lien de parenté avec la notion de promotion du secteur privé et celle d'initiative personnelle dans les thématiques de l'emploi, placée au cœur des préoccupations définies au plus haut sommet pour notre pays. La cérémonie à laquelle nous participons aujourd'hui est porteuse de nombreux enseignements. Elle témoigne de l'ouverture positive d'esprit à laquelle se conforment de plus en plus nos jeunes. Écoutons à présent l'intervention de la représentante du PNUD à Djibouti. Très honorée d'être parmi vous aujourd'hui ce matin à l'occasion du lancement de la phase d'accélération des 50 entreprises sociales dans le cadre du projet Rising Djibouti. Je voudrais avant tout propos féliciter Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour accompagner les projets innovants et les porteurs de projets ici à Djibouti. Je saisis également l'occasion pour remercier le peuple américain à travers l'USAID pour avoir soutenu cette noble cause et cette initiative, d'abord à partir d'une réponse post-Covid, il y a de cela plus de 2 ans. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, recevez toute notre gratitude. Nos remerciements vont également
à l'endroit du directeur de l'USAID qui ne ménage aucun effort au quotidien, et nous pouvons le noter, pour le succès de ce projet. Je tiens à cette étape de mon propos à féliciter les 50 jeunes entrepreneurs qui ont su achever avec succès les différentes étapes du processus de déploiement de leurs projets et idées de projet. Il est à signaler qu'ils constituent donc une première cohorte d'entrepreneurs sociaux ici à Djibouti et nous en sommes très heureux et très fiers. Et j'ose espérer que cette initiative pourra faire émule et permettra à des milliers d'autres jeunes à Djibouti, hommes et femmes, de pouvoir déployer leurs talents dans le pays pour le bonheur du pays et de leur communauté. Comme dit un célèbre écrivain, David Bernstein, comment changer le monde? Les entrepreneurs sociaux identifient les ressources là où les gens voient des problèmes. Donc nous sommes heureux qu'à partir des problèmes, on puisse développer des ressources et des idées pour les mettre en œuvre. Donc, chers jeunes, chers bénéficiaires, donc, vous avez un rôle important. Vous devez être des modèles pour donner l'exemple aux autres, pour donner l'envie d'entreprendre malgré les difficultés au quotidien. Cela a été rappelé, ce processus a commencé en septembre 2021, lorsque le projet Rising Djibouti, comme pour amplifier l'idée de Rise Up, en consultation avec les présidents des conseils régionaux et dans toutes les régions du pays, a organisé une série d'engagements communautaires dans 123 localités. Et je tiens ici à saluer l'implication des présidents des conseils régionaux de l'ensemble des régions qui ont permis donc d'arriver également à ce résultat. Et de son côté, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti s'est réjoui donc de sa participation à cette cérémonie, concluant donc à la phase d'accélération des micro et petites entreprises à Djibouti. On l'écoute. Plaisir d'être parmi vous ici aujourd'hui pour procéder au lancement officiel des 50 petites entreprises. Cette activité fait partie de la réponse du gouvernement de Djibouti pour aider à créer et reconstruire les emplois perdus à cause des effets dévastateurs du COVID-19. Le gouvernement américain a fourni 2,5 millions de dollars dans le cadre d'un partenariat avec le PNUD et bien sûr avec le ministère des Finances, avec l'assistance forte du ministre, pour créer le projet Rising Djibouti, qui met en œuvre des activités au profit des Djiboutiens, dont les moyens de subsistance ont été affectés par la COVID, et pour identifier des nouvelles opportunités d'emploi. Rising Djibouti apporte son soutien aux petites et moyennes entreprises touchées par la crise COVID-19, afin de les aider à se reconstruire, à identifier et à créer de nouveaux revenus et emplois, à générer de nouvelles opportunités. Les 50 entreprises présentées ici aujourd'hui, dans lesquelles nous avons eu l'honneur de parler avec eux juste maintenant, ont reçu une formation et un accompagnement pendant leur phase d'incubation. Elles bénéficieront d'un soutien supplémentaire comme l'enregistrement ou le renouvellement de leur licence commerciale, l'aide au paiement des impôts, l'élaboration des plans d'affaires et financiers, ainsi que des stratégies clientèle et marketing. Et enfin, le ministre de l'Économie et des Finances, clôturant la série des interventions, a félicité les jeunes bénéficiaires de ce programme. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer l'incroyable parcours du premier groupe d'entrepreneurs sociaux de Djibouti, une première dans notre pays. Et à vrai dire, alors que j'ai marché pour voir avec M. l'ambassadeur et l'ensemble des responsables ici présents,
en visitant les différents stands des jeunes. Je suis sûr que les responsables que nous sommes étions ravis de pouvoir découvrir d'éventail de jeunes debout autour de leur roll-up pour nous présenter leurs idées, leurs projets. Et ce fut un moment de fierté de voir donc des entrepreneurs sociaux très motivés se tenir à côté de chaque roll-up, prêts à nous présenter son entreprise. Chacun de ces entrepreneurs est une source d'inspiration pour les autres, y compris pour nous. Sur les 50 micro et petites entreprises que nous lançons aujourd'hui, seules 19 sont apparemment, selon les informations obtenues, seulement 19 sont de Djibouti-Ville. Tous les restes sont des régions de l'intérieur et ça mérite d'être signalé et applaudi. Bien que la représentation soit importante, je parle sur le plan spatial, régional, le plus important est franchement le fait qu'ils ont été sélectionnés en fonction de leur mérite et des projets portés par ces derniers. Et au passage, je tiens ici à remercier l'équipe de formateurs que notre ami Ben Kubasek a formé d'abord pour eux-mêmes transmettre le concept de No Go Grow. Parmi eux, je reconnais mon ami Galab, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, nous allons procéder à la remise des diplômes de ces 50 premiers, on va dire meilleurs entrepreneurs d'un nouveau genre appelé le social business, lancé donc grâce au portefeuille de relance socio-économique post-Covid, tel que cela a été signalé par l'ambassadeur Pratt et notre amie représentante du PNUD. Rising Djibouti, dont l'objectif vise à mieux promouvoir les micro- et petites entreprises sociales dans l'économie bleue, verte, et à renforcer également l'engagement civique, le financement de l'inclusion et les mécanismes d'investissement des objectifs de développement durable. Permettez-moi de vous rappeler que la mise en œuvre des activités Rising Djibouti a commencé au premier trimestre 2021 avec une formation en poterie et plusieurs autres formations en leadership pour les organisations de la société civique djiboutienne, mais également pour les jeunes djiboutiens. Toujours en nouvelles du pays, dans le cadre de l'examen national volontaire des objectifs de développement durable de l'agenda 2030, plus connu comme ODD, une importante délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part au forum politique de haut niveau qui s'est déroulé du 5 au 15 juillet dernier au siège des Nations Unies à New York. Au cours de ce forum politique de haut niveau, notre pays a présenté pour la toute première fois son rapport inhérent à l'examen national volontaire sur les avancées et réalisations de notre pays aux objectifs de développement durable. Il convient de mettre en exergue que cet examen avait pour but de présenter la situation actuelle du pays dans la perspective d'accélérer l'atteinte des ODD grâce au partage d'expériences, à l'identification de lacunes et de bonnes pratiques et à l'établissement de partenariats. Les conclusions issues de ce rapport et qui découlent de près d'une année de consultation nationale ont permis au gouvernement de Djibouti de réaffirmer son engagement sans faille à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte et de promouvoir la participation la plus inclusive qui soit en vue de la réalisation des ODD. Les pèlerins djiboutiens ont effectué mardi dernier le rituel de la lapidation des 3 Jamarat Mina et les rituels du Hajj de cette année.
À cet égard, les membres de la mission Hajj ont poursuivi leurs efforts pour guider et encadrer les pèlerins djiboutiens, dont le nombre cette année s'élève à 1000 pèlerins, rappelant que le ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre aux pèlerins djiboutiens d'accomplir pleinement leurs devoirs religieux. Après avoir accompli leurs devoirs avec le succès du Tout-Puissant, les pèlerins se préparent donc actuellement à quitter la Terre Sainte et à retourner dans leur pays. Et le ministère saoudien de la Santé saoudienne a annoncé le succès des plans de santé pour le Hajj de cette année et qu'il était exempt de toute épidémie ou effet sur la santé publique. Notons enfin que la première vague des pèlerins djiboutiens devrait rentrer à Djibouti vers le 29 juillet prochain. Dans l'actualité également, Mo Farah, champion olympique, fait des révélations sur son passé. L'ancien champion olympique Mo Farah, l'athlète de renommée internationale, a fait des révélations sur son passé lorsqu'il était enfant dans une émission intitulée The Real Mo Farah qui a été diffusée donc mercredi par le diffuseur britannique. L'athlète affirme qu'il avait prétendu être né en Somalie et être entré au Royaume-Uni en tant que réfugié de Mogadiscio lorsqu'il avait 9 ans pour rejoindre son père qui travaillait à Londres, ce qui était faux. Selon la star olympique qui se dit avoir été victime de la personne qu'il a prise sous tutelle, autrement dit une femme anglaise d'origine somalienne, Mo Farah, de son vrai nom Hussein Abdi Kahin, né dans le nord de la Somalie, a été emmené à l'âge de 9 ans, éloigné, qu'il a amené donc à Djibouti dans un premier temps. C'est ainsi que Mo Farah a vécu à Djibouti le temps que les formalités administratives du voyage soient établies. Selon lui, cette femme l'a emmené dans son appartement de Hounslow, dans l'ouest de la capitale britannique, et lui a dit qu'il devait commencer à se faire appeler Mohamed. Il aurait, selon lui, souffert de maltraitance et n'a pas été autorisé à aller à l'école avant l'âge de 12 ans. C'est à l'école qu'il a montré un talent pour l'athlétisme, ce qui, selon cette déclaration, a changé sa vie car il a pu participer à des compétitions dans les écoles britanniques. Son professeur de sport, Alan Watkinson, l'a aidé à obtenir la citoyenneté britannique sous le nom de Mohamed Farah que les autorités lui ont accordé en juillet 2000. L'athlète a déclaré vouloir raconter son histoire pour attirer l'attention sur l'esclavage et la traite des êtres humains. À l'occasion de la célébration du 14 juillet, l'ambassadeur français a tenu à effectuer un geste de reconnaissance envers les anciens combattants. En effet, les anciens combattants ou leurs familles ont bénéficié d'un don de matériel, en l'occurrence des chaises roulantes et des kits de première nécessité. Étaient conviés à cette journée l'armée française stationnée à Djibouti, le colonel-major attaché à la défense, les veuves et enfants des anciens combattants. Naturel en ce 14 juillet de commencer cette journée qui est la fête nationale française, comme le savent nos amis djiboutiens, avec les anciens combattants. Le 14 juillet, c'est bien sûr une fête, c'est la fête de la liberté, c'est la fête de la République, mais c'est aussi l'hommage rendu à nos forces armées, aussi bien actives que nos anciens combattants, grâce auxquels nous pouvons vivre aujourd'hui en liberté et en démocratie. Ici, à Djibouti, nous avons une action extrêmement active au bénéfice des anciens combattants, au bénéfice des veuves, au bénéfice des orphelins, pour un peu faciliter leur vie. Nous avons procédé très modestement à quelques dons aujourd'hui. Nous avons aussi naturellement des subventions que la France apporte, avec encore une fois l'appui extrêmement dynamique du ministère djiboutien de la Défense et de l'association des anciens combattants. Pour lutter et pour préserver notre paix, bien, nous avons besoin de nos forces armées, et ensemble, au quotidien, les forces armées djiboutiennes, les forces armées françaises contribuent à cette stabilité. Et pour moi, commencer le 14 juillet avec tous ces hommes en uniforme, mais aussi avec les familles des anciens combattants, était tout à fait important.
Le Stade Goulet a abrité ce matin une cérémonie de remise de lots de trophées, des ballons et équipements sportifs aux différentes associations de la capitale et des régions de l'intérieur. L'octroi de ces équipements sportifs entre dans le cadre de l'organisation des tournois d'été, nouvellement appelés Jeux d'été, en raison de son élargissement et de son champ d'activité. Pour rappel, les tournois sont organisés annuellement par les responsables des associations et leaders des quartiers respectifs de la capitale et des régions. Les lots sont composés de différents trophées et des ballons de football notamment. L'événement donc qui a vu aujourd'hui la participation des conseillers du secrétariat d'État au sport, du directeur général de l'Agence pour la promotion du sport national, du directeur des régions, de la directrice du stade Goulet, des plusieurs autres responsables et membres du secrétariat d'État et présidents et représentants des associations sportives. Et pour cette occasion, le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a voulu vulgariser le sport de prédilection de la jeunesse djiboutienne en particulier et mondiale en général, et cela conformément à la politique du chef de l'État, premier supporter du sport national. Pour réceptionner le matériel dans le cadre de l'organisation des activités sportives d'été. Cette fois-ci, le secrétaire d'État au sport a changé l'appellation pour rappeler les Jeux d'été 2022 intercommunes que nous allons organiser vendredi prochain, Inch'Allah. Et je remercie vivement le secrétaire d'État au sport pour son soutien à la promotion des sports. Écoutons à présent les impressions des responsables du secrétariat d'État au sport. C'est une journée très très importante pour le secrétariat d'État au sport. Pourquoi? Parce que là, nous venons de doter de matériel sportif à toutes les régions, appelés Jeux d'été. Et ces Jeux d'été-là véhiculent beaucoup de valeurs qui sont les valeurs de la solidarité, les valeurs de la nation djiboutienne. Et il y a des activités sportives, toutes les disciplines se dérouleront dans toute la République de Djibouti, dans tout notre territoire. Et là, c'est très important pour qu'on puisse épanouir l'État au sport. Monsieur Hassan Kamil attache une importance à ce jeu d'été parce que pour lui, c'est très important que notre jeunesse s'épanouisse et surtout dans les différents sports, pas uniquement dans le football, mais dans toutes les disciplines sportives, du tennis, du golf, du jeu d'échecs, toutes les activités existantes dans notre pays. Vous le voyez, il y a aussi le loisir qui est intégré dans les activités sportives. Pour cette année, c'est pour ça qu'on a appelé le jeu d'été. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Ali Kamil Ali, survenu hier soir à l'hôpital Chakib. Âgé de 59 ans, le défunt a été fonctionnaire retraité des sapeurs-pompiers à la protection civile. Le défunt Ali Kamil était également l'oncle paternel de notre collègue Mariam Bouha Kamil, rédactrice en chef radio. En apprenant ces douloureuses disparitions, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et à notre collègue Mariam Bouha, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. En nouvelles du monde à présent, l'Afrique moteur de la croissance démographique mondiale d'ici 2050. L'Organisation des Nations Unies a publié ses dernières projections de population mondiale. Les estimations soulignent le rôle central du continent africain dans l'accroissement de la population globale d'ici 2050. Selon les estimations de l'ONU, la population mondiale atteindra le cap des 8 milliards d'habitants d'ici le 15 novembre 2022. Malgré un ralentissement de la croissance démographique ces dernières années, ce chiffre pourrait parvenir à 9,7 milliards d'ici 2050. Plus de la moitié de l'augmentation sera concentrée sur 8 pays, dont 5 se situent sur le continent africain, la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria et la Tanzanie. Cet accroissement de la population s'explique par une diminution de la mortalité qui se traduit par un allongement de l'espérance de vie. En 2021, elle était de 59,7 ans pour l'Afrique subsaharienne et elle devrait atteindre 66,7 ans en 2050.
Et nous finissons en sport. Le Sénégalais Kalidou Koulibaly va bientôt signer à Chelsea. Koulibaly devrait porter les couleurs de Chelsea. L'arrivée du Sénégalais au sein de la formation dirigée par Thomas Tuchel serait imminente. Selon la presse italienne, le défenseur central quitterait l'équipe de Naples alors qu'il entame sa dernière année de contrat qui le lie au club. Après 8 années, Koulibaly a décliné la proposition de prolongement en plus d'une augmentation de 6 millions d'euros et du brassard de capitaine pour se tourner vers une nouvelle aventure londonienne. Kalidou Koulibaly est annoncé pour remplacer Antonio Rudiger, parti au Real Madrid en Espagne. Les Blues se sont mis d'accord avec l'équipe italienne pour transférer le Sénégalais pour 40 millions d'euros. Le footballeur devrait s'engager pour 4 ans avec le club britannique pour un salaire annuel proche de 10 millions d'euros. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous avec la suite des programmes télévisés.